Justement, je reprends l'idée de Patrick par rapport au dérangement comme fil de conducteur de l'œuvre de Georges Lapassade. Et subitement, il y a un souvenir qui me vient dans mon esprit. C'est le moment où je communique à Michel Lobreau, quelques jours avant la soutenance de ma thèse. Je communique que Georges Lapassade il est très intéressé à participer, à être là. Et alors à ce moment-là, Michel il était presque paniqué parce qu'il a dit non, et s'il vient, il va provoquer, disons, un dérangement. C'est ça que j'ai, à ce moment-là, j'ai dit, oui, il n'a pas employé ces mots-là, mais c'est un dérangement, tu vois. Et là, c'était un bel exemple qui confirme ton idée de dérangement, non? Ça veut dire que... Oui, ça rejoint des formules qui sont connues de Georges. Une très célèbre, on m'accuse de foutre la merde. Je ne fous pas la merde, mais je la remue. Et bon, c'est un peu dur de donner ça comme définition globale de Georges, mais c'est pas un fouteur de merde, mais c'est un remueur de merde. Et là-dedans, il avait du plaisir, c'est sûr. Par rapport à ce que tu dis sur l'autobiographe, et pour ne pas donner l'impression d'une évolution linéaire, parce que ce serait totalement contradictoire avec, d'une part, ce que je viens de dire, et puis ce que je pense de Georges. Il a toujours eu deux tendances opposées, et y compris quand il écrit l'autobiographe, il sort du discours, je dirais, abstrait de l'analyse institutionnelle tel que surtout René Leroux l'a développé. Et y compris dans ce moment-là, où il était un des fondateurs de l'analyse institutionnelle et reconnu comme ça, il avait, j'allais dire, pas une tendance, mais il était très centrifuge aussi. Donc il écrit des bouquins rationnels, organisés, et il écrit aussi l'autobiographe, mais il écrit, à mon avis, surtout Le Bordel andalou. Je ne sais pas si tu as lu ce bouquin qui s'appelle Le Bordel andalou. Oui. Ça secoue, hein. Ça secoue beaucoup. Et même lui dit qu'il en a eu... Il a eu vraiment du mal avec ce bouquin. Alors après, de ce que tu dis sur les histoires de dates, là, j'ai pas trop réfléchi à ça. Mais il me semble que si ça correspond, on a un fil conducteur secondaire qui serait l'histoire de la transe. C'est-à-dire que Georges était, faut pas oublier qu'il a commencé avec Canguilhem, hein, c'est-à-dire un épistémologue des plus importants de la France du XXe siècle. C'était pas du tout la transe là-dedans. Et il s'est intéressé, dès qu'il a été à Tunis au début des années 60, à des phénomènes de transe qu'il voyait dans des groupes sociaux en Tunisie. Ensuite, très vite après, il s'est trouvé en Italie du Sud, dans les Pouilles, et où il a assisté à la tarentelle, des phénomènes de transe aussi. Et ensuite, il est allé au Maroc, où il a vu le phénomène de transe, sans doute celui pour lequel il est le plus connu, c'est-à-dire l'histoire des Nawab. Et je pense qu'il y a un côté comme ça qui fait, à mon avis, sa richesse. C'est-à-dire, d'un côté, il était, on va dire, un théoricien, et d'un autre côté, il avait ce qu'il appelle la face obscure, hein, qu'on peut trouver dans sa psychologie et dans sa vie. Il y a la face de la lune, là, pleine lune qu'on a vue hier, et il y a le côté obscur, où il y a des pratiques, des attitudes, et aussi des réflexions qui ne sont pas dans le courant
orthodoxe, on va dire. Mhm. Alors après, pour répondre à la question de Luna sur où est le dérangement dans l'ethnométhodologie, là du coup je parle de moi autant que de lui, mais bon, tu vas être content. Bien sûr, oui. Je pense qu'il y a eu un problème donc en 85, quand Georges a claqué la porte de l'analyse institutionnelle en disant l'analyse institutionnelle tourne en rond, elle n'a plus de prise sur le réel social. Et l'alternative, ça a été la rencontre avec Garfinkel, la rencontre intellectuelle, il ne l'a pas vue physiquement, pas à ce moment-là, avec l'ethnométhodologie, qui disait qu'il ne fallait pas s'occuper des crises, il fallait s'occuper des routines. Du coup, il y a eu entre lui et Laurent un affrontement, mais violent, mais vraiment violent, sur cette question de la crise, ou est-ce que c'est la crise qui produit les analyseurs, qui produit, enfin, vous voyez, tous ces trucs classiques de l'analyse institutionnelle, ou est-ce que c'est la routine qui est intéressante? Et Georges, lui, a défendu la routine, et moi, je pense que il faut... Enfin, la réponse que j'ai essayé de donner, y compris dans mes cours, c'était que ce n'est pas l'analyse institutionnelle qui valorise la crise contre l'ethnométhodologie qui valorise la routine, mais que ça s'adresse à des situations sociales différentes. Quand on est en situation de crise, effectivement, les concepts opérationnels, opératoires plutôt d'ailleurs, c'est les concepts de l'analyse institutionnelle. Quand on est en situation de routine, c'est-à-dire où en gros il ne se passe rien comme dans 90% au moins de la réalité sociale, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas voir pédaler à vide les concepts de l'analyse institutionnelle. Et là, du coup, c'est les concepts de l'ethnométhodologie qui sont efficaces. Je pense que ce renversement-là, il est lié à une attitude globale, mais qui est déterminée un peu aussi par ma position professionnelle à cette époque, où j'étais formateur d'enseignants et où j'ai voulu me servir de l'analyse institutionnelle pour, en gros, pour analyser ce qui se passait dans l'institution où j'étais. Et l'analyse institutionnelle, elle n'a pas prise là-dessus. Elle n'a pas prise, puisque elle arrive de l'extérieur. J'ai eu un conflit avec Patrice Ville là-dessus, où il disait « Tu dois arriver de l'extérieur pour faire une bonne analyse de la situation. » L'AG, la socianalyse, on connaît. Et du coup, moi, en m'appuyant sur cette histoire de la routine, je dis, mais on n'analyse pas, on fait rien pour comprendre ce qui se passe et pour changer dans l'institution où on est. Évidemment pas, évidemment pas. Mais pour produire vraiment du changement, il fallait faire ce que j'ai appelé l'analyse interne, c'est-à-dire trouver des modalités, des dispositifs très mandéliens à l'époque. J'étais des mandéliens à 150%. C'est pour ça que les dispositifs, les classes institutionnelles, les relations avec la direction, j'étais en plein dedans. Toujours est-il que on a fait ça avec un collègue qui s'appelle Jacques Bizet, peut-être vous le connaissez, je ne sais pas, au début des années 80. Et il y a eu un colloque à Vincennes, je ne sais plus exactement sur quoi, et où nous, Jacques et moi, on est arrivés, on proposait l'analyse interne comme alternative à l'intervention socianalytique. Et Georges a dit, mais oui, c'est ça. Et il s'est mis à foncer là-dedans, à lancer une analyse interne du département de sciences de l'Éduc, à Paris 8. Et il faut bien dire qu'il a été torpillé par les gens de l'analyse institutionnelle, qui ont vu là
gros danger théorique et pratique au paradigme de l'analyse institutionnelle. Alors, est-ce que c'est... Enfin, pour moi, c'est un dérangement parce que ça change les choses telles qu'elles sont rangées. Mais ce n'est pas un dérangement violent comme le proposait Patrice Ville et la notion d'analyseur.